Bienvenue Claude, Constance et Jean-Luc. C'est un joli cadeau que vous nous faites de partager cette heure avec nous pour nous parler du coaching de santé. Je commence par dire un mot de qui vous êtes, et puis après je vous laisse complètement la parole. Donc Constance, après une carrière dans la mode, tu as créé en 2017 sous ton contrôle l'association La Vie Kintsugi Exactement. pour proposer du coaching de santé à des personnes qui traversent la maladie liée au cancer. Merci d'être avec nous. Claude, toi, tu as une carrière très internationale et tu as été DRH notamment. Tu as travaillé dans beaucoup de pays et tu es venu au coaching, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas, tu as présidé un moment l'Institut Repère et En aujourd'hui, 2016. 2007, et aujourd'hui, tu présides notamment l'Association des coachs de santé en France. Oui, C'est bien exact. oui, j'ai le plaisir d'être dans cette association avec Jean-Luc, avec aussi Constance. Et je suis ravi aujourd'hui de voir qu'il y a des ingénieurs coachs des écoles de Centrale et de Supélec qui s'intéressent au coaching de santé. Vraiment, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui avec vous et pour moi encore de réécouter Jean-Luc tout à l'heure. Merci, Claude. Et Jean-Luc, tu as présidé l'Institut Repère, tu es médecin, et tu es un peu l'importateur du coaching de santé en France, est-ce que je peux dire ça? Ouais. Génial. Oui. Je ne sais pas si on te voit, Jean-Luc, d'ores et déjà. Ah, on ne boit pas? Si, Euh, je ne sais pas. si, on le Si, si, voit. c'est bon. Ah Et- ben formidable, formidable. Je te cherchais sur l'écran. Merci à vous trois et la parole est à vous pour l'heure qui vient. Jean-Luc, C'est à moi. on te laisse Bon, démarrer. oui, avec plaisir. Alors, ce Eh que je ben, voulais juste merci. ajouter, c'est que il est, comme vous dites, l'importateur du coaching de santé en France et que Constance et moi, on fait partie de ses premiers élèves, puisqu'on fait partie de la première génération. Donc, on peut témoigner de toute l'histoire. Merci Jean-Luc, à toi. Merci beaucoup. Et merci de votre présence matinale pour venir m'écouter. Je suis très, très honoré. Alors, en regardant, c'est surprenant c'est que pour une fois, on se rapproche de la parité homme-femme. C'est tellement rare dans le monde du coaching où généralement beaucoup, beaucoup plus de dames que de messieurs. Et ben là, ça s'inverse. Vous donnez un contre-exemple. Super. Je vais tâcher de vous expliquer de manière assez. J'ai tellement de choses à raconter sur le coaching de santé. Là, il faut que je sois bref. Oui, essayer de tenter de vous expliquer la raison d'être de cette spécialisation du métier de coach, hein. Voilà. Comme métier de coach, vous êtes coach, donc vous connaissez parfaitement très bien ce qu'est ce métier. Maintenant, pourquoi le coaching devrait s'intéresser au monde de la santé? C'est pas évident de rassembler ces deux entités-là, ces deux concepts de coaching, où on coach, on accompagne la performance d'un athlète d'entreprise, d'un athlète du monde sportif ou de la scolarité, avec le monde de santé que l'on associe à la médecine. On ne voit pas souvent comment on arrive à associer ces deux idées. Et bien, je veux tenter de vous expliquer ça et de vous donner une idée claire tenter au moins, de ce qu'est le coaching de santé, pourquoi peut-être ça pourrait aussi vous intéresser comme spécialisation. Alors, je vais utiliser quelques diapos. Voilà, le coaching de santé professionnel, hein. Professionnel, hein, c'est-à-dire qu'il correspond à ça, correspond Est-ce que tu peux mettre en diaporama, s'il te plaît? ouais, est-ce que j'essaye de faire? Est-ce que c'est celui-là? Peut-être la touche F5. Voilà, ça doit. Non, pas encore. Voilà. En appuyant sur la touche F5, en principe, ça doit lancer la. F5 sur un. Et sur un Mac, tu traduis pour un Mac? Je sais pas.
Pas M5, je sais pas. Non, non, F5, ça n'existe pas, F5. Diaporama, tu cliques sur diaporama et après première diapo. Alors, un diaporama, Diaporama en haut, plus bas, juste en dessous. Juste en dessous, là, tu vois au bord de ta fenêtre, là. diaporama, voilà, diaporama. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà. Alors, d'abord, pourquoi le coaching de santé? Pourquoi le monde actuel a besoin de cette spécialité du coaching? Une définition qui est une définition issue de la recherche. En quoi est-ce qu'il y a un domaine d'intervention particulier? C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui distingue l'intervention du coach des interventions des professionnels de santé et aussi je dirais, des spécificités du coaching de santé par rapport à celle du coach, hein. Est-ce que ça repose sur des bases cliniques? Euh, Quelles sont les compétences qui doivent être acquises? Et puis, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que ça vaut le coup, justement, d'investir, de se former à ces nouvelles compétences? Le point clé, c'est pourquoi se former au coaching de santé? Eh bien, parce que je dirais, le paysage de la santé a profondément changé en trois quarts de siècle, hein. Après la guerre, eh bien, on avait encore la grande majorité des pathologies étaient des pathologies aiguës, hein. On mourait facilement d'une appendicite. Maintenant, non, on ne meurt plus d'une appendicite. Vous voyez, on mourait facilement d'un infarctus. Maintenant, on prévient, on débouche les artères. On mourrait facilement d'un accident. Maintenant, non. Vous voyez. Maintenant, on avait affaire à une médecine donc aiguë, maladie pour laquelle il fallait des réponses rapides et standardisées, dans laquelle la relation était peu importante. Maintenant, le monde a tellement changé qu'on a affaire à des maladies chroniques. 75% des dépenses de la sécurité sociale sont dues à des maladies chroniques. Voilà. Le profil a profondément changé. Du fait de l'aviissement de la population, il y a pas, on peut vieillir sans maladie, hein. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on a de problèmes de santé. Surtout les habitudes de vie, hein. Ça, c'est on mange mal, on fait pas assez d'exercice, on gère mal son stress, on travaille tout le temps. Et aussi l'apparition des maladies environnementales, les médias en parlent énormément. Donc, face à cette explosion des maladies chroniques, on a besoin d'avoir des réponses différentes. On parle maintenant de médecine de style de vie, ouais, avec des réponses non pas standardisées, mais des réponses personnalisées. Parce que chaque symptôme, chaque maladie chronique peut résulter d'une histoire de vie complètement différente. Vous voyez, le même symptôme. Donc, on a besoin d'avoir des réponses personnalisées, centrées sur la personne, qui vont solliciter les ressources de la personne que l'on accompagne. Vous voyez, on ne peut rien faire sans le consentement de son client. Et dans lesquelles le patient, comme dans le coaching que vous connaissez, doit être vraiment un partenaire actif, hein. Le médecin soigne, mais c'est le patient qui décide d'améliorer sa santé et éventuellement de pouvoir guérir. Voilà, explosion des infections de longue durée, vous voyez, ça c'est les maladies les plus courantes. Ce qui est intéressant, qui sont tellement fréquentes à partir d'un certain âge, voilà, mais qui n'est pas une fatalité, bien évidemment, hein, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, on peut voir que ces maladies, finalement, elles commencent très tôt. À 20 ans, dis-moi tes études de vie à 20 ans, j'aurais pu avoir une idée de des pathologies qui pourront se déclarer vers 50 ans ou 60 ans. Ouais. Ce sont des maladies pour lesquelles on peut agir, on peut prévenir. On a des leviers d'action avant tout, par une bonne hygiène de vie. Cette diapo vous montre aussi l'impact en termes de longévité des habitudes de vie. Vous avez à droite la liste des habitudes de vie. C'est une étude qui était faite aux États-Unis, hein. Est-ce que le sujet a une activité physique? Est-ce qu'elle n'a pas de dépendance aux opioïdes? Est-ce qu'elle fume ou pas? Est-ce qu'elle sait gérer son stress et l'alimentation saine? Consommation d'alcool, hygiène de sommeil et ses relations sociales. Voilà. Quand les individus qui adoptent 8 habitudes de vie sont dans la courbe en vert, en haut, qui montre qu'il y a un gain de longévité de 20 ans à 25 ans, vous voyez, c'est considérable.
l'impact de nos habitudes de vie, c'est le meilleur, la meilleure médecine, hein, une bonne habitude de vie, l'impact de ces habitudes de vie sur le gain de longévité. Oui. Donc, on en est où en médecine? C'est très bien ce qu'il faut faire pour vivre longtemps en bonne santé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu. Parce qu'il y a un obstacle majeur, vous savez certainement, changer les habitudes de vie n'est pas quelque chose d'évident hein, pour la plupart du temps. Hein. Malgré toutes les recommandations médicales de santé publique, mangez 5 fruits et légumes, faites de l'exercice, travaillez pas trop, etc. Ben voilà, hein, la plupart. Oui, alors le problème, il est où? Le problème, il est là. Il est que entre les recommandations médicales qui très pertinente. Je dirais, les médecins savent très bien ce qu'il faut faire, connaissent ces travaux. C'est qu'entre les recommandations médicales de médecins ou de santé publique, entre ces messages-là et la mise en œuvre par les patients, hein, il y a un gap, il y a un trou, il y a un fossé, hein, il y a un précipice parce que il manque cet élément du pulse là, aider les individus à changer les habitudes de vie. Seul, c'est pas facile à faire. Lorsque ces habitudes sont créées depuis des décennies, c'est pas facile. Et deuxièmement, parce que changement, le comment faire, hein, comment changer les habitudes de vie, le comment faire nécessite des compétences qui ne sont pas médicales, qui ne sont pas enseignées aux professionnels de santé à ce jour. Des compétences pour autonomiser quelqu'un par rapport à sa santé, le responsabiliser, le motiver, apporter un soutien important. Toutes ces compétences-là ne rentrent pas pour l'instant dans les programmes de formation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de professions nouvelles, dont ces coachs de santé, qui vont assurer ce lien entre qu'est-ce qu'on vient de faire et comment le faire. L'autre élément que moi je n'ai pas appris pendant mes études de médecine, c'est la cause de nos maladies. Hein. Moi j'ai appris que dans les maladies chroniques, on ne pouvait pas les guérir, on pouvait stabiliser un diabète, une hypertension, voilà, un désordre immunitaire, mais qu'on ne pouvait pas guérir les maladies. Or maintenant, il y a un pan de recherche qui est considérable, qui explique très bien d'où viennent nos maladies. Un des porte-parole de ce mouvement en France, c'est, je vous invite à lire ce petit livre, là, Cyril Arquignot, qui est professeur de psychologie de la santé à l'université de Metz, voilà, qui a écrit un petit bouquin, Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Et ça, c'est une série de travaux considérables qui ont été faits depuis 30 ans. Et il résume cela par cette phrase: il existe un lien réel entre le traumatisme d'enfant et les maladies déclenchées par notre corps, douleurs chroniques, maladies métaboliques, immunologiques, cardiovasculaires, cancer. C'est-à-dire la grande majorité des maladies chroniques sont en lien avec notre histoire de vie. Et en particulier de notre histoire de précoce, hein, voilà, ce qui s'est passé dans notre jeunesse. Qu'est-ce que c'est ces événements qui sont passés dans notre histoire de jeunesse? Dans l'étude médicale, on appelle ça Adverse Childhood Experiences, donc les expériences d'adversité de l'enfance. Vous voyez, ça peut être par exemple des abus physiques, émotionnels, sexuels, des négligences physiques, émotionnelles, ou des gamins qui sont élevés dans des familles dysfonctionnelles. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que ce soit sur un terrain de fragilité, c'est-à-dire de fragilité, la sécurité affective, parentale dont il aurait besoin. Un gamin qui se sent en sécurité et qui est, par exemple, aimé, eh ben, aura une résistance par rapport aux difficultés qu'il peut vivre, jeune. Vous voyez, s'il se fait harceler à l'école, ça n'aura pas du tout le même impact et conséquences dans sa vie s'il il a cette sécurité psychologique ou s'il ne l'a pas. Vous voyez, donc, Adverse Childhood Experience, c'est n'importe quel événement survenant dans l'enfance sur un terrain de fragilité. Voilà. Et qui peut avoir des répercussions 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans après. Ouais. Quelques exemples. Ça, c'est des études cliniques. Par exemple, en haut à gauche, le chiffre 0, 1, 2, 3, 4 montre le nombre d'événements d'adversité. Et en ordonnée, le taux d'alcoolisme, qui a une corrélation très forte qu'on appelle une corrélation dose-effet. Plus il y a eu d'événements,
plus le taux d'alcoolisme est important. Au milieu, la même chose pour le tabagisme. En haut à droite, pour le risque de suicide. En bas à gauche, pour l'obésité, pour la tension, les maladies cardiaques. Et ces corrélations sont faites maintenant, par exemple pour le cancer. Elles sont faites maintenant pour la plupart des maladies immunitaires. Vous voyez, les maladies immunitaires, c'est comme par exemple les scléroses en plaques, les polyarthrites rhumatoïdes, voilà, des choses comme ça. Mais ne rentrent pas en pratique, ne rentrent pas en pratique dans la pratique médicale. Voilà, je ne sais pas si c'est un manque de curiosité ou peut-être, je pense que on connaît, on sait que ça existe, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas faire le lien entre la survenue d'une maladie chronique à l'âge adulte et les événements de l'enfance. Et en effet, ce n'est pas évident à faire si on n'est pas formé à ça. Si vous avez à droite, par exemple, la plupart de ces maladies chroniques qui coûtent si cher à la Sécu, cardiovasculaires, métaboliques, cancéreuses, voilà, respiratoires, que la médecine moderne s'est très bien stabilisée, hein, thérapeutique très efficace, et qui ne tombent peut-être pas du ciel, comme dirait Sarquinho, qui viennent de comportements à risque. En médecine, on appelle ça des comportements à risque, addictifs, sédentarité, alimentation, surpoids, etc. Des comportements à risque qui ne tombent probablement pas du ciel, dirait aussi Sarquinho, qui résultent d'un stress chronique. Un stress chronique, on appelle ça un stress à bas bruit en médecine, qui provoque un orage inflammatoire, sécrétion de cortisol aussi, et de substances inflammatoires qui provoquent, je dirais, qui est le terrain d'apparition de la plupart des maladies chroniques. Et ce stress chronique, nous ne naissons pas avec, il ne tombe probablement pas du ciel, il vient de nos croyances limitantes, de nos modes de pensée, qui elles-mêmes viennent de nos expériences négatives de l'enfance. Vous voyez, il y a une filiation. Mais cette filiation n'est pas évidente à établir. Un adulte qui a, par exemple, un cancer, on peut lui demander, mais d'après toi, quelle peut être la cause de ton cancer? Certaines personnes vont le dire, il faut en faire le lien avec des événements difficiles ou douloureux. Mais la plupart des gens vont ouvrir des grands yeux, regarder au ciel en disant, mais comment veux-tu que je te réponde? Je n'en sais rien. Or, si vous avez une bonne lecture du non-verbal, vous pouvez accéder au lien. Vous voyez, où regarde la personne en l'air, dans son espace, avec quels sont les indicateurs non-verbaux, vous pouvez établir ce lien entre l'apparition, l'aider à établir, aider votre sujet à établir ce lien entre l'apparition d'une maladie chronique à l'âge adulte et des expériences de l'enfance. C'est-à-dire que le mental ne se souvient pas, le corps se souvient. Le corps n'oublie jamais, comme disait Alice Miller. Voilà. Et donc, on a besoin d'acquérir cette lecture-là pour faire retrouver cette filiation. Alors, qu'est-ce que le coaching de santé? D'abord, qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce qu'on va coacher de la santé? Tout le monde connaît la définition de l'OMS, 1948. Voilà, un état de bien-être complet comprenant l'état physique, mental, social, environnemental. Et j'appelle ça une définition idéaliste, parce qu'il faut la replacer dans le contexte dans lequel elle a été créée, 48, après la guerre. Il y avait encore cet idéal de santé pour tous, il y avait encore une majorité de maladies aiguës, et il y avait cet idéal de santé pour tous, d'apporter des soins de santé à une majorité de la population. Okay. Seulement, regardez cette définition, est-ce que vous-même, vous correspondez parfaitement à 100% à cette définition? Est-ce que vous êtes dans un état de bien-être complet, physiquement, mentalement, socialement, environnemental? Je rajoute, sans usage de substances illicites, ni alcool, ni substances illicites. Okay. Donc c'est pour ça que même moi qui m'occupe beaucoup de ma santé, je ne corresponds pas à cette définition, vous voyez. Mais il faut la remettre dans le contexte. 48, c'était une définition qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et en plus, cette définition ne définit en rien comment atteindre cet état de bien-être. On n'a pas le processus. Régulièrement, l'OMS demande à des comités d'experts d'actualiser la définition de la santé. Et moi, j'ai retenu une définition de Hubert et collaborateurs, publiée dans le British Medical Journal en 2011, une définition beaucoup plus dynamique. La santé est la capacité à s'adapter et se prendre en charge face à les problèmes que l'on rencontre dans la vie. Vous voyez ?
Donc là, on passe d'un état à des processus. Premier processus, capacité à s'adapter. La santé vient de nos capacités de résilience face aux événements difficiles que nous pouvons rencontrer dans la vie. Bah oui, il y a des événements qui peuvent nous détruire ou des événements qui nous aident à rebondir dans la vie, à aller plus loin. Et aussi, deuxième innovation, à se prendre en charge. Contrairement à la définition de 48 de la santé, où notre santé dépendait de l'accès aux soins et au bon vouloir des médecins, là, ça dépend de nous. Vous voyez, c'est une petite révolution, cette définition. Parce qu'elle passe, elle traduit deux processus. Ça veut dire que la santé est un processus quotidien. Au quotidien, nous devons apprendre à nous adapter aux difficultés de la vie et à nous prendre en charge, en partie aussi. Nous-mêmes, nous devons faire quelque chose. Et qui pose des sacrés problèmes. Pourquoi? Parce que qui, dans le domaine de la santé actuellement, pensez à votre médecin, qui, dans le champ de la santé, est capable d'accompagner les patients à s'adapter et à se prendre en charge face aux problèmes physiques, émotionnels et sociaux? Les médecins, avec les 10 minutes qu'on leur accorde, ils n'ont déjà pas le temps. Alors, comment voulez-vous qu'ils abordent ces points-là? Et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin d'avoir des professions euh, différentes. Hop, là, oui. Donc, rétablir la santé, aider quelqu'un à être en bonne santé, c'est aider quelqu'un à retrouver son intégrité, le sentiment d'être complet. On parle de complétude et de plénitude. Complétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sentiment d'être complet, quelque chose sur lequel il ne manque rien dans tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre vie. Ces aspects de notre vie, on pourrait les symboliser par ces 4 cadrans. C'est un modèle qui vient d'un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilber. En haut, vous avez l'individu. L'individu dans sa dimension biologique, observable, vérifiable, ou dans ses dimensions intérieures, psychologiques. En bas, vous avez le collectif, les groupes. Dans leur dimension observable, sociale, on peut observer les relations des groupes face à leur environnement, urbain, naturel, lieu de travail, etc. Ou les individus, ce qui rassemble les individus, qui est invisible, c'est les valeurs ou les règles, les croyances collectives d'une communauté. Voilà. Et bien, se sentir complet, ça veut dire que ça va concerner ces 4 aspects. Je prends par exemple une maladie comme une maladie immunologique, je prends une sclérose en plaques. Ben voilà. En haut à droite, vous avez les aspects biologiques. La médecine est focalisée, que j'ai appris, moi, est focalisée uniquement sur les aspects biologiques. La sclérose en plaques, ça s'observe, il y a des désordres moteurs, il y a des désordres biologiques, voilà, il y a des traitements appropriés, il y a une dimension. Bien évidemment, si on croit qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, on peut se dire, mais ces dérèglements moteurs et immunologiques sont en lien probablement avec la vie de la personne, sa psychologie, son histoire de vie, son stress chronique. Est-ce que l'individu mène la vie qu'elle souhaite mener? Voilà. Et puis aussi, va avoir un lien avec les aspects culturels. Culturels, donc je rappelle, ce sont les normes et les valeurs d'une communauté. Et la médecine a sa propre culture. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, la culture a quelque chose à dire par rapport à la maladie. Chaque culture va dire ça, c'est une maladie va dire d'abord ça, c'est une maladie ou ce n'est pas une maladie. Ça, c'est une maladie qu'on peut guérir, qu'on ne peut pas guérir. Ça, c'est une maladie qui est mortelle ou pas mortelle. Vous voyez? Or, dans notre dans notre culture médicale, beaucoup de maladies, comme par exemple les maladies immunitaires, sont considérées comme des maladies non guérissables, qu'on ne peut pas faire évoluer. Vous voyez, comprenez? Et donc là, va se poser un problème pour la atteinte de cette maladie. Est-ce que je me conforme à la culture médicale ou je me confronte à la culture médicale? C'est-à-dire, j'accepte le diagnostic, mais je n'accepte pas le pronostic. Vous voyez? Et là, on va retrouver, par exemple, moi je sais par expérience, beaucoup de gens qui se sont guéris eux-mêmes, je dirais, partiellement ou totalement, par exemple, de maladies de sclérose en plaques, ont su s'affranchir de la culture médicale. Non pas complètement, non pas complètement. Ils ont accepté le diagnostic, ils ont pris le traitement, mais ils ont refusé le pronostic. Vous voyez, en disant, ben, le pronostic, ça, moi, je m'en occupe. Je prends le traitement,
J'accepte le diagnostic. Et puis les aspects sociaux. On peut être malade aussi parce qu'on a de mauvaises relations avec notre environnement, notre lieu de travail, notre lieu de vie. Est-ce qu'on est près de la nature? Vous voyez, hein? Est-ce qu'on a accès aux soins? Tous ces éléments-là jouent un rôle dans notre complétude. Et le coach de santé va aider la personne à rétablir cette complétude-là, hein? cette, cette pleine présence, qu'on appelle cette pleine présence aux différents aspects de soi-même, hein, sans rien exclure, sans rien enlever, hein, et sans restriction. Et c'est intéressant parce que cette notion de complétude est tellement illustrée par le mandala. Vous connaissez les mandalas indiens ou asiatiques. Alors, une définition de coaching de santé, qui n'est pas la mienne, c'est une définition académique, qui dit c'est une approche centrée sur le patient, contrairement à l'approche médicale centrée sur le symptôme, ouais, dans lequel le sujet détermine au moins partiellement ses objectifs. Vous voyez, c'est pas monsieur, mon objectif c'est de faire baisser votre tension de temps ou votre glycémie de temps, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui est tellement important dans votre vie, qu'est-ce qui vous motive tellement dans votre vie et qui peut être source l'énergie, qui peut être source d'une énergie pour vous aider à changer toutes vos habitudes de vie qui ont besoin d'être changées, dans laquelle le sujet utilise des processus de découverte de soi et d'apprentissage. Vous voyez, en fait, c'est le sujet par lui-même, vous, en tant que coach, vous ne lui dites pas quoi faire, mais vous posez des questions pour que votre sujet trouve ses propres réponses. Comment atteindre, c'est un travail de découverte de soi, hein, ici, la découverte de soi et la connaissance de soi, là, joue un rôle important en coaching de santé, dans lequel le sujet est responsable et autogère ses comportements. C'est-à-dire que le sujet devient un bon chef de projet. Un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui est capable de se définir un objectif, un but à atteindre, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but, mettre en place des mesures pour savoir s'il s'en rapproche ou s'il s'en écarte, et de façon à faire les ajustements. Vous voyez, c'est un bon chef de projet de sa santé. Le tout dans le cadre d'une relation interpersonnelle avec un coach. Alors que dans la relation interpersonnelle, la médecine actuelle, elle est vraiment au stade, ça dépend plus des personnalités des médecins et des soignants. Mais pour l'instant, elle n'est pas au cœur du coaching de santé. Alors, un tableau pour tenter de distinguer soin, coaching de santé et coaching. Vous avez le soin à gauche. Le but du soin, on répare un symptôme. Moi, j'ai été formé pendant 12 ans, je répare un symptôme. Voilà. Pour rétablir une homéostasie physiologique, biologique, aider la personne à revenir à son état antérieur. Ouais. Dans un contexte spécifique, on est centré sur la réparation d'un organe, d'une fonction, avec des ressources médicamenteuses ou chirurgicales qui sont externes, et le patient, il joue son rôle de patient, il est passif. À l'inverse, à droite, le coaching. On ne soigne pas, vous le savez. On aide la personne à répondre à des attentes de performance ou d'amélioration. Je veux mieux manager, je veux mieux m'exprimer en public, je veux mieux résoudre des conflits, je veux mieux quelque chose mieux communiquer, quelque chose comme ça. Ouais. J'appelle ça une homéostasie psychologique d'adaptation. Hein, voilà. Dans un contexte spécifique, l'entreprise, la scolarité, le sport, les ressources sont internes, ça vous le savez, hein, vous êtes coach, avec un partenaire qui est actif. Le coaching de santé au milieu, on n'est pas là pour réparer quoi que ce soit et on est surtout pas là pour aider les gens à réaliser des objectifs de performance. Hein, parce que, vous savez, hein, pour ceux qui connaissent les travaux d'Olivier Hamon, l'obsession de la performance est le meilleur moyen de tomber malade. Hein, okay. La performance, c'est bien sur un stade, à des moments donnés. Vous voyez, d'une manière brève, on a besoin, les individus ont besoin de performance et les entreprises aussi ont besoin de performance à un moment donné. Mais la performance en permanente, constante, est le meilleur moyen d'arriver à l'épuisement et au burn-out. Hein, vous voyez, on n'est pas fait pour travailler 24 heures sur 24, c'est sûr. Okay. Alors, le coaching de santé, ni réparation, ni performance, c'est développer l'autonomie de l'individu par rapport à sa santé. Le rendre autonome, vous voyez. Comment? Par une meilleure cohérence psychocorporelle, hein, pour un meilleur alignement.
Le point clé de différence, c'est le contexte d'intervention. On va travailler sur un contexte très, très large, vous voyez, très, très large. Contrairement aux soins ou au coaching, nous, on prend le contexte, c'est la vie de la personne. On a besoin d'apprendre à faire le lien entre l'apparition d'un symptôme physique ou émotionnel, voilà, et les circonstances, les causes qui peuvent les causes qui peuvent être en lien avec l'histoire de la personne, parfois l'histoire très précoce, l'enfance de la personne, comme avec des buts de vie qui sont flous, que la personne, avec, des buts de vie, la personne s'est déconnectée de ses buts de vie. Vous voyez, donc, on a besoin d'avoir un zoom arrière très, très, très large. Faire le lien entre l'apparition des symptômes et des événements de vie qui peuvent se situer dans un contexte de vie très, très, très large. Donc là, on a besoin d'avoir des compétences, je dirais, systémiques, qui sont vraiment indispensables. Le reste, on va le retrouver par rapport à ce que vous connaissez. Les ressources sont profondément internes. On stimule les ressources internes, ce qu'on appelle en psychologie l'agentivité. Et on a affaire à un partenaire qui est très actif. Sans lui, on ne peut rien faire. Voilà, deux types de coaching. En haut, vous avez le modèle de coaching qui a fait l'objet je dirais, de centaines d'études cliniques. On part d'un modèle biomédical. Un modèle biomédical dit, si la personne est malade, ça résulte de mauvaises habitudes de vie. Donc, on va faire appel à un coach de santé pour l'aider à changer ses habitudes de vie, réduire ses facteurs de risque. La grande majorité des études ont été faites sur ce modèle-là. Nous, on adopte ce modèle et on l'enrichit aussi par un modèle beaucoup plus vaste. On se dit, notre mode de réflexion se dit, la grande majorité des maladies guérissent toutes seules. La grande majorité des maladies guérissent toutes seules. Tous les jours, vous pouvez faire des désordres de votre ADN. Vous allez faire quelques cellules cancéreuses, mais vous n'allez pas faire un cancer pour ça parce que vous avez un bon système immunitaire, vous voyez. Vous vous blessez, les blessures, vous n'avez pas besoin du médecin, ça se cicatrise tout seul. 90% des maladies, même 95%, parce que nous sommes conçus pour nous auto-guérir. Mais parfois, ce processus d'auto-guérison est bloqué. Donc, s'il est bloqué, on se dit il y a des éléments inconscients qui interviennent là-dessus. Quels sont ces éléments? Eh bien, il y a des causes, des éléments de notre histoire de vie qu'il faut aller voir. Nos maladies, nos symptômes sont en lien avec nos blessures de l'enfance, voilà. Et nos maladies peuvent être aussi en lien avec notre agentivité, c'est-à-dire qu'une force de vie qui est désactivée parce que beaucoup de personnes finalement vivent. Lorsque nous sommes gamins, nous avons des rêves. Quand je serai grand, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis la vie, l'éducation, nous écarte de nos buts de vie. Et en nous écartant de nos buts de vie, nous écartons de notre force de vie, de notre énergie. Et on a besoin donc dans ces situations-là de chronicité, de reconnecter la personne avec ses forces de vie. Voilà. Donc nous, on propose dans les formations, on propose une vue plus, un coaching beaucoup plus holistique. La relation joue un rôle fondamental. Je dirais que il n'y a pas de magie dans tous les protocoles que l'on peut enseigner en coaching de santé. La magie vient surtout de la qualité de présence et de relation que vous offrez à la personne que vous accompagnez. J'ai illustré ça par quelques citations. Ce que vous ne pouvez pas guérir par votre présence, aucun mot ne pourra le faire. C'est votre attitude envers le patient qui détermine les résultats que vous atteignez, Milton Erickson. Guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été précédemment touché par la peur, Stéphane Levin. Et l'amour est le pont entre vous et le tout, dit Rumi, ce poète soufi, avec une illustration, une image de l'art kintsugi, parce que je pense à Constance qui est là. L'art kintsugi, c'est l'art de transformer un pot cassé, vous voyez, un pot qui a été cassé en une œuvre d'art. Le lien, ici, c'est pas l'amour, mais le lien, c'est l'or. Et ça intègre et ça transcende l'œuvre. Alors,
qu'est-ce qui distingue les interventions du coach de santé des interventions médicales? Ouais. Un individu, si on le prend dans sa globalité, il y a différentes dimensions. Voilà. L'individu, il vit dans un environnement en bas, en vert. Et dans cet environnement, eh ben, il a des comportements observables. Comportements fonctionnels ou dysfonctionnels, on appelle ça un symptôme. Des comportements qui résultent d'un mode de pensée, ses capacités mentales, où il oriente sa pensée, ses capacités qui dépendent d'elles-mêmes de ce que la personne s'autorise mentalement, c'est-à-dire son système de croyance, qui détermine aussi, qui est déterminé par son système de valeurs. L'idée qu'il se fait de qui il est, son identité, et du monde auquel il appartient, la spiritualité. Voilà. Si on veut parler d'aspect complet du mode de fonctionnement, il faut prendre en compte toutes ces dimensions neurologiques de la vie d'une personne. Par rapport à ça, comment se situent les professionnels de santé? Eh bien, les professionnels de la santé physique, ils s'intéressent aux symptômes, aux dysfonctionnements et des circonstances dans lesquelles ce symptôme est apparu. Ils vont vous demander, ah, où avez-vous mal, qu'est-ce qui ne va pas, et depuis quand avez-vous ça, voyez? Et à partir de ce simple questionnement, ben, ils sont capables de vous apporter de poser un diagnostic. La spécificité du professionnel de santé, il est habilité à poser un diagnostic et aussi un traitement. Et ils font très bien leur boulot. Okay. Dans les maladies chroniques, ils savent stabiliser les dysfonctionnements. Parfois, mais la limite des professionnels de santé, enfin surtout médecins, c'est de se dire, bon, le côté psy, nous, on ne l'a pas appris. Donc, allez voir si on pense qu'il y a un problème psychosomatique, on l'adresse à un professionnel des maladies mentales. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont aussi habilités à poser un diagnostic et un traitement. Ils ne s'occupent pas trop du corps, ils vont s'occuper en effet des modes de pensée, des valeurs, des croyances et de l'identité. Ils sont un peu frileux sur les spiritualités. Vous voyez. Mais un des principes, je dirais, de la médecine actuelle, c'est d'atomiser l'individu. Chacun regarde avec une loupe une partie du fonctionnement. Mais il n'y a personne pour regarder l'ensemble, vous voyez, du fonctionnement d'un individu. Okay, pour avoir cette vue globale de la santé. Et c'est ce qu'on fait en coaching de santé. Nous, on ne part pas d'un diagnostic, vous voyez, parce que le problème du diagnostic, c'est qu'on en a besoin, le diagnostic. Mais le diagnostic, le mot que l'on va mettre sur un dysfonctionnement va déterminer déjà d'emblée, conditionne la solution que l'on va apporter, vous voyez. C'est-à-dire que des artères coronaires bouchées, bon, on instant, quoi, hein, vous voyez, la solution. Et nous, on ne part pas du symptôme médical, on part de la souffrance. Quel que soit le mode de dysfonctionnement physique ou mental, le sujet a une souffrance émotionnelle. Et donc, on part de cette souffrance et on va dire d'où peut venir cette souffrance. Où est-elle, dans quelles circonstances elle a pu s'installer? Et cette souffrance, pour nous, témoigne d'un désalignement dans les différents niveaux d'expérience de la personne. Voyez. Donc, le coach de santé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider la personne à rétablir cette cohérence interne. Voyez. Et réunir, j'ai écrit ça en bas, hop, hein, réunir le corps, l'esprit et la quête de sens. J'ai mis une phrase qui, hop, excusez-moi, phrase d'un neurochirurgien de la Pitié-Salpêtrière qui connaît rien à ce que je dis, qui connaît rien, mais par expérience, son expérience, excusez-moi, l'a amené à dire l'humain est un être à plusieurs étages. Eh oui, l'humain est un être à plusieurs étages. Et dans mon expérience clinique, j'ai constaté que le soin véritable consiste à circuler entre ces différents étages, sans confusion et sans hiérarchie figée. Et bien, il a donné une magnifique définition à ce que nous pouvons faire en tant que coach de santé. Vous voyez, aider les individus à se réunir, à se réconcilier à soi, à vivre en accord, à ce que leur comportement soit en accord avec leur mode de pensée, avec leur système de croyance, avec leurs valeurs, avec l'idée de qui ils sont et du monde auquel ils veulent appartenir. Alors, s'il fallait traduire ça dans le monde de l'entreprise, parce que je pense que vous êtes nombreux à intervenir dans l'entreprise, le principe est le même. On rétablit la cohérence dans un système.
Seulement, le système, là, ce n'est pas que l'individu en relation avec son entourage. C'est une collection d'individus en lien avec une collection plus large d'individus que sont les clients, la société et l'environnement. Donc, les dimensions sont les mêmes. Dans l'environnement, on va mettre les clients. Est-ce que les clients et aussi les dégâts que peuvent produire les productions de l'entreprise dans la nature? Alors, la différence, le principe est le même avec quelques nuances. La vision, ici, l'aspect spiritualité, on va le remplacer par la vision. Tout part d'une vision du dirigeant. Pour rétablir la santé dans l'entreprise, le point de départ, c'est la vision du dirigeant. Il faut que la santé soit présente dans cette vision. La santé, évidemment, pas une santé financière, économique, mais la santé économique est liée à la santé des relations dans le système. Relations, les individus se sentent en bonne santé, les relations entre les membres de la communauté de l'entreprise, il y a une santé relationnelle, il y a une santé des relations de l'individu, des membres de l'entreprise avec leurs clients, il y a une santé des relations de l'entreprise avec la société. Par exemple, la société produit des produits qui sont utiles à la société, qui ne va pas les empoisonner. Et il y a aussi une relation de l'entreprise avec l'environnement. La production de l'entreprise ne détruit pas l'environnement. Vous voyez, c'est une vision très large de la santé qui va se traduire après dans les missions, qui va se traduire dans la culture de l'entreprise, qui va se traduire dans les règles de l'entreprise, dans les métiers et stratégies, et qui vont se traduire dans les produits de l'entreprise. Voilà. Donc c'est une vision, le principe est le même, seulement là on va coacher quelque chose de plus large. Et on va retrouver aussi des professionnels de santé qui interviennent dans le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, on va trouver la médecine du travail, on va trouver la même chose, et on va trouver aussi des spécialistes de la santé mentale de l'entreprise. On n'empiète pas dans leur domaine, absolument pas, mais on intervient sur un domaine beaucoup plus large et qui complète ce qu'ils font. Alors je regarde. Voilà. Il est 45, Jean-Luc, si tu Il est cherches. 45, donc je vais aller beaucoup plus vite. Voilà. Juste la démarche de coaching de santé. On part toujours, c'est un mode de pensée systémique. On rétablit une cohérence dans le système de l'individu, ou on rétablit une cohérence dans le système de l'entreprise. Pour rétablir une cohérence dans le système, on part toujours de la finalité du système. Donc on part de l'intention. Quelle est cette intention qui est susceptible de rétablir de la cohérence dans le système, à partir duquel les éléments vont pouvoir entrer en cohérence. Donc, on part d'une intention. Qu'est-ce qui est tellement important pour toi dans ta vie? Je veux dire, quelle est la vie à laquelle tu aspires? Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on définit des nouveaux buts de vie, on fait apparaître en même temps les ressources dont la personne a besoin pour pouvoir vivre en accord avec ses buts de vie, et en même temps, on va faire apparaître les obstacles. Les obstacles, ce sont les croyances limitantes que j'ai évoquées, ou comme par exemple les événements d'adversité de l'enfance. Cognitivement, la personne n'en a pas conscience, mais le corps va parler, le corps va l'exprimer. Voilà. Donc, on définit des nouveaux buts de vie, on lève ce qui s'y fait obstacle, et on va établir après un bon plan d'action. Ça, c'est vraiment le cœur du cœur du cœur, de manière extrêmement résumée, les interventions du coach de santé. Les outils, je vais passer. Efficacité du coaching de santé. Bon, ça, c'est un aperçu des publications sur le coaching de santé dans PubMed. C'est la banque de données médicale. Par exemple, là, c'est une synthèse de 323 articles sur l'efficacité du coaching de santé. Le chiffre qui apparaît, le N19, c'est le nombre d'études, 95, c'est le nombre de résultats d'études dont les résultats sont considérés comme significatifs, donc pas dû au hasard. Vous voyez, sur le management du cholestérol, qualité de vie, l'obésité, le diabète, maladie cardiaque, l'hypertension, et aussi sur la qualité de vie dans les cas de cancer. Donc on peut dire actuellement que le coaching de santé est une approche
un accompagnement, des soins de support, on dit ça, c'est ce qu'on dit en médecine maintenant, basés sur des preuves cliniques. Voilà, ça, c'est le témoignage d'un médecin de la Harvard Medical School. Et en plus, il y a un retour sur investissement intéressant. Il y a des études économiques qui montrent que si on dépense 1 dollar en coaching de santé, on fait 4 dollars d'économie en matière d'hospitalisation, de soins de santé, de médicaments. Les compétences du coach de santé. Alors là, je mis le référentiel de notre association. Ouais. Voilà. Expliquer le cadre d'intervention, donc ça, vous savez. Adopter une démarche centrée sur la personne, holistique. On prend la vie de la personne en compte. Et systémique, on sait faire des liens entre le symptôme, les souffrances et des événements qui ont pu être la cause de ça. Installer un état interne de calme et de détente. On a besoin, quelqu'un qui est stressé, dites-vous que quelqu'un qui est stressé, on ne peut rien faire face à quelqu'un qui est stressé. Parce que quelqu'un qui est stressé rentre toujours dans les mêmes automatismes, dans les mêmes conditionnements. Vous voyez, il ne peut pas envisager d'autres solutions. Il ne peut pas regarder son symptôme d'une manière différente. Il ne peut pas envisager la relation qu'il a avec son coach d'une manière différente. Donc, tout accompagnement commence par un temps de calme. On installe du calme et de la détente. Construire et maintenir une alliance, ça vous le savez. Et nous, on va adopter le niveau d'alliance à la sévérité de la maladie, au niveau de stress de l'individu. Faire émerger des buts de santé et de vie riches de sens. C'est pas qu'est-ce que vous voulez pour votre maladie, c'est qu'est-ce qui est tellement important dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, qu'est-ce qui est tellement important dans votre vie qui pourrait vous motiver à adopter des comportements et changements d'habitude de vie qui pourraient impacter votre maladie. Oui. Chercher les causes et sources de stress, évidemment, les causes des maladies, concevoir un plan d'action, avoir une démarche de coaching de santé. C'est important d'avoir une méthodologie que je suis capable de réévaluer en permanence. Définir un projet de développement social économique, savoir qui je vais coacher, on ne peut pas coacher tout le monde. Voilà. Développer une approche intégrative de sa pratique, c'est-à-dire une invitation à travailler avec des professionnels de santé, ce qui se pratique, ce qui est déjà très courant aux États-Unis et surtout en Grande-Bretagne, qui commence balbutiement en France. Et s'inscrire dans une démarche de formation continue. Voilà, je vous donne une carte qui vous montre le développement du coaching de santé, les parties d'Amérique du Nord. Évidemment, ça s'est développé avant tout dans les pays anglo-saxons. Et nous œuvrons, en effet, nous sommes maintenant de plus en plus nombreux à œuvrer au développement du coaching de santé en France. Marché du coaching de santé. Est-ce qu'il y a un marché? Ça, c'est un extrait, c'est une diapo d'une étude de marché que je me suis achetée il y a quelques années sur l'évolution des perspectives de croissance du marché du coaching de santé et bien-être dans le monde. On passe de 9 milliards à 22 milliards. C'est tout pays confondu, tout pays, monde entier. Mais monde entier, ça veut dire que l'Amérique du Nord prend à 85% là-dedans. Le reste, elle est miette. En France, la part de la France était à peu près de 500 000 euros à 1 milliard en 2028. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est un marché en forte croissance, porté par des facteurs de croissance, sensibilisation, croissance à la santé comportementale. Regardez le nombre de revues dans les kiosques sur la santé, le nombre de revues sur la santé, regardez le nombre de livres sur la santé, c'est énormément. Regardez le rayon santé à la FNAC, il double tous les 6 mois, les émissions à la télé sur la santé aussi, mais des offres de prévention aussi, les messages de santé publique, les messages des mutuelles, la demande croissante de coachs de santé dans les entreprises, ça c'est pour l'instant encore beaucoup plus valable pour les États-Unis. Les États-Unis font de plus en plus appel à des coachs de santé. Est-ce que c'est un moyen de fidéliser leur cadre? Je ne sais pas. En tout cas, il y a cette démarche. Et l'apparition de la pandémie de Covid qui a changé toutes les habitudes de vie, qui a énormément sollicité tout le monde des psychothérapeutes, des psys, des psychopraticiens et des coachs de santé. Voilà. Les clients des coachs de santé, il y a des coachs qui travaillent en pratique privée, d'autres qui travaillent avec des organismes de soins en médecine intégrative, ça explose un peu partout en France.
Pensez l'Institut Raphaël, Alain Toledano, l'Institut Vitruve en France, il y en a un peu partout et qui font appel à des coachs de santé, les mutuelles aussi potentielles, les entreprises, les écoles et universités. Vous savez combien les gens sont en souffrance dans les écoles et universités, les associations de patients, par exemple, comme celle de Constance, évidemment, les centres de bien-être et de fitness, tout ça, ce sont des organisations qui peuvent faire appel à des coachs de santé. Voilà. Alors en France, c'est un métier émergent. Pour l'instant, l'existant, on parle de patient expert, c'est déjà un premier pas. Et on parle aussi de coach APAS, activité physique adaptée en santé. Voilà, c'est un premier pas, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les études prospectives sur la santé, il y a 2 études prospectives que vous pouvez lire, sur l'étude OPCO et la NAP. Voilà, c'est des organismes officiels. Un est un organisme paritaire, l'autre est une agence nationale. Qui disent que le coaching de santé est un métier d'avenir parce que ça répond à des besoins fondamentaux et on aura besoin des compétences des coachs de santé de plus en plus dans le futur, du fait de l'explosion des maladies chroniques. Voilà. Et puis il y a une association, nous avons le président ici, voilà, et nous proposons des formations tous les ans, coaching de santé, des formations voilà, avec des experts, comme par exemple, certains doivent peut-être connaître Robert Dills, Suzy Smith, Tim Albom, moi je suis moins connu. Mais ce qui nous rassemble tous les 4, c'est notre expertise, en tout cas notre ancienneté, notre passion, notre expertise par rapport au coaching de santé. Voilà, moi j'ai fini. Merci beaucoup, Merci. Jean-Luc. Bravo. Merci pour cette densité dans les contenus. J'anticipe une question qui va porter sur les outils, la page dont tu as fait le teasing, mais tu es passé Ah, très vite. Mais je laisse les uns les autres poser les questions, bien sûr. Et je peux dire peut-être... sur les outils. Les outils, ce n'est pas le plus important. Le plus Non, important, c'est qu'il y a une philosophie. C'est d'abord croire que rien n'est figé, c'est un individu. Vous voyez, d'un point de vue santé, il y a toujours quelque chose à faire. Vous voyez, c'est croire que entre le mental et le corps, il y a un lien. Et si on a épuisé nos ressources sur le corps, on peut intervenir sur le mental et que le mental, une réorganisation mentale peut impacter. Vous voyez, c'est d'avoir cette philosophie dynamique de l'individu et de la santé. Après, ça repose sur une démarche d'intervention, démarche systémique, aider la personne à se reconnecter à ses sources de vie, lever les obstacles et établir un plan d'action. Après, l'application de cette démarche va solliciter des outils qui peuvent être très, très, très larges. On peut évidemment, nous, on s'est basé beaucoup sur l'hypnose, sur la PNL, les approches, le mode de pensée est systémique, l'accompagnement est de type ericksonien et beaucoup d'outils sont PNL. Et on peut accompagner avec d'autres outils, on peut accompagner avec des approches narratives, on peut accompagner, vous voyez, ce n'est pas l'outil qui fait le coach. C'est avant tout le mode de pensée et c'est la démarche. C'est la démarche qui est évaluée dans les études. Voilà quelques idées sur les outils. Merci beaucoup, Jean-Luc. Euh, Peut-être lever la main sur le Zoom, pardon, pour qu'on puisse faire circuler les questions. Et en introduction, peut-être, Constance, tu veux dire un mot aussi sur la vie Kintsugi? Écoute, Un avec teasing plaisir. aussi? Avec plaisir, vraiment. D'abord, rebonjour à tous. Moi, j'ai créé l'association il y a 8 ans, au moment où mon fils était soigné pour un cancer dont il est aujourd'hui guéri, voire le premier guéri, au moins en France. Euh, à l'époque, mon intention, c'était vraiment de offrir un soutien humain, de la même manière qu'on peut avoir un chef de projet en entreprise, un architecte pour ses travaux dans sa maison. Et quand on se retrouvait, en tout cas il y a 9 ans, dans la vie avec un cancer foudroyant, finalement, on était dans la lessiveuse médicale et un peu livré à nous-mêmes. Et donc, mon intention première, et je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Luc, c'est je voulais appeler le métier qui est devenu coach de santé, le life planner, un peu comme cette personne qui allait accompagner la personne dans tout son chemin de vie
avec le cancer, avec les traitements, avec la rééducation, avec cette nouvelle vie à créer une fois les traitements terminés, avec la fatigue, avec l'acceptation, etc., etc. Et ça reposait sur 8 piliers pour moi. Le premier étant la tribu, donc mon cercle de soutien, mon alliance thérapeutique, ma relation avec le soignant et avec les équipes soignantes, mon alimentation, le sport, enfin le mouvement, le sens que je donne à ma vie, mon intention à l'époque, il était stade 4, il y avait très peu de chances de survie. Ma seule intention, c'est qu'il ait envie de vivre chaque jour, que mon fils ait envie de vivre chaque jour le temps qu'il y ait un miracle. L'environnement dans lequel le patient évolue. Alors j'avais mis la spiritualité, mais ça a été, j'ai changé de mot pour la douceur, parce que la spiritualité, ça passe pas à l'hôpital, et les soins de support. Et de cette idée initiale et de ce cheminement initial, en fait, aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine de coachs, un peu partout en France. On accompagne donc sur la base du coaching santé, tel que Jean-Luc vous l'a présenté, le patient, l'aidant et le soignant en cancérologie, du moment où il écoute son diagnostic, il entend son diagnostic, jusqu'à ce qu'il retrouve une vie la plus en lien avec qui il est vraiment. Donc ça passe par l'acceptation, ça passe par la définition d'une intention, ça passe par le cheminement en intégrant les hauts et les bas du traitement, les hauts et les bas de la vie avec le cancer, pendant le traitement, après la rémission. Pour le patient, pour l'aidant et pour le soignant. Voilà, et tu parlais de l'entreprise, Jean-Luc. Moi, le sujet de l'entreprise, c'est très important pour moi puisque j'y ai passé 25 ans avant et quand j'y étais, mon intention de manager ou de dirigeante, c'était vraiment que les gens aient du plaisir à venir travailler et soient contents de passer leur journée au travail. Les premières personnes que j'ai accompagnées dans l'assaut étaient des dirigeants mourants, ce qui m'a donné envie de retourner en entreprise pour prendre soin de la santé du dirigeant et qu'ils me partagent ce qu'ils me partageaient avant leur mort, et qu'on explore tout ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre et modifier dans leurs croyances, leurs habitudes, leurs relations aussi, pour peut-être espérer éviter la maladie. Donc ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, et en lien avec des études que j'ai vues sur les attentes des collaborateurs, on a développé notre action au sein de l'association en entreprise pour accompagner les collaborateurs malades, mais aussi les managers et les équipes qui sont touchés par le cancer ou d'un collaborateur, ou qui ont un collaborateur, ou qui sont eux-mêmes aidants proches d'un malade du cancer. Voilà, tant pendant les traitements que pendant la reprise du travail, qui est un élément essentiel également. Et la maladie va bouleverser tout le système. On a bien conscience que la maladie va bouleverser le système de l'équipe, de l'entreprise. Donc c'est important d'accompagner l'équipe également. Voilà. Et toutes les personnes qui sont ici travaillent avec nous dans l'assaut. Et on démarre en 2026 avec le comité scientifique une étude pour mesurer l'impact du coaching santé sur la qualité de vie avec le cancer. Voilà. Donc notre intention, c'est avec un psychologue, d'interviewer un peu plus de 150 personnes au fur et à mesure de leur accompagnement pour mesurer l'évolution de leur bien-être, de leur résilience, voire de l'observance de leur traitement, grâce au coaching santé. Merci beaucoup. Merci Constance. Bravo pour tout ça. Alors, on avait une main levée, c'était Roger, et il est 10 heures, donc bonne journée à celles et ceux qui doivent nous quitter, celles et ceux qui peuvent prolonger un tout petit peu, c'est bienvenu aussi. En tout cas, merci de votre bonne participation ce matin. Roger, à Oui, toi. donc, d'abord c'était passionnant, merci beaucoup Jean-Luc. J'ai retenu une phrase qui dit le corps n'oublie jamais rien. Et je pensais à un livre de Bessel van Dijk qui parle aussi de tout ce qui est traumatisme. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi, euh, comment dire, ça peut être traité par le coaching de santé? Parce que je pense qu'il y a une grande partie, c'est des traumatismes qui sont à l'origine de certaines maladies. Et bon, là, dans l'exemple du livre, il parle beaucoup des gens qui ont fait des vétérans du Vietnam, etc. Mais bon, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi abordé dans les études, pas Jean-Luc? Oui, tout à fait, Roger. Alors, on a peut-être assisté tous les deux au même
à cette journée avec Bessel il y a quelques mois. Formidable, cette journée. Alors, Bessel, il dit il y a différents traumatismes. Il y a les traumatismes qui sont, on connaît bien la cause, hein, il lui parlait des vétérans, évidemment. Les vétérans se souviennent très bien, une mémoire de l'événement causal. Okay. Et cet événement causal est en lien avec des dysfonctionnements tellement importants dans la vie. La personne ne peut pas avoir une vie sociale, ne peut pas avoir une vie professionnelle. Là, il y a des altérations, je dirais, physiques, mentales, émotionnelles, qui sont du ressort strict du médical. On ne s'occupe pas de ça. Hein. Ça, c'est vraiment le travail soit des médecins, soit des psychothérapeutes, hein, une alliance entre les deux. Puis, il y a les traumatismes qui sont très, très, très anciens, qu'il a un peu évoqués, hein, liés aux adverse childhood experiences. Et lui, il dit, finalement, ça, ces traumatismes, les gens, d'abord, ils ne se souviennent pas de la cause, et ça n'empêche pas les gens d'avoir une vie sociale, professionnelle, voilà, où ils mènent une vie normale, je dirais, hein, avec évidemment avec quelques maladies chroniques, hein, au prix de quelques maladies chroniques. Et lui, il dit, ça, on ne sait pas les guérir. On ne sait pas intervenir en dehors des substances psychédéliques. Voilà, il dit, c'est le seul moyen. Et voilà, moi, j'avais envie d'aller le voir et dire, écoute, tu ne connais pas tout ce qu'on connaît. Nous, on peut savoir, en évitant les psychédéliques, aider la personne à faire le lien entre la survenue de sa maladie chronique et des problèmes de l'enfance. Il peut y avoir, on appelle ça trauma, hein, on appelle ça des traumatismes, mais qui n'ont pas la même intensité. Ce n'est pas un trauma de guerre, c'est des problèmes mal vécus par l'enfance, et ceux-là, on les aborde, tout à fait. Ceux-là, on les aborde parce que la personne est en mesure de revenir, on l'aide évidemment à faire le lien avec ces événements de l'enfance, mais est capable d'aborder à nouveau les événements de l'enfance et d'y amener les ressources qui ont fait défaut. C'est des ressources qui ont fait défaut, c'est surtout des ressources de présence. L'enfant n'a pas eu la présence dont il aurait besoin, le soutien, etc. Ce type de trauma, oui, tout à fait, on les aborde et on apporte des solutions. Et ils sont présents, on va les retrouver d'ailleurs dans beaucoup, beaucoup de maladies chroniques. Passionnant. Merci de cette belle question. Autre question? On a dépassé un petit peu l'heure, mais si c'est OK, continuons un peu. Bon, le lien est fait. Oui, si, une question à Jean-Luc par rapport aux dernières étapes présentées sur la profession elle-même. J'ai mis un petit message dans le chat. J'ai une de mes filles qui a fait choix d'une profession telle que celle-là depuis le début de sa carrière. Elle est relativement jeune, hein, ça fait 5 ans qu'elle exerce, elle est à pas, spécialisée dans la cancérologie. Et le métier est pas très bien reconnu, malgré tout, dans le milieu hospitalier. Donc, quand je vois les statistiques que vous montrez, je constate pas ce qu'elle vit au quotidien, parce qu'elle est très mal payée pour ce qu'elle fait. Et donc, je me demande si effectivement il y a un point de vue de l'hôpital public différent en fonction des filières de formation. Elle a fait APA, elle vient du monde du sport, elle a fait un DU en cancérologie, et pourtant aujourd'hui, elle est payée tout juste en dessus du SMIC. Donc, ta question, Claude, c'est… En fait, quand je vois les stats qui ont été montrées tout à l'heure, la demande explose, c'est quelque chose qui est du registre du coaching. Alors, il n'y a pas eu de notion de tarification, hein, je ne parle Oui, je pas comprends. business à l'état Oui, pur, pardon. mais la reconnaissance du métier lui-même, dans ce que je lui vois vivre elle-même, certaines difficultés, parfois avec même quelques conflits avec des kinés, des choses comme ça. Alors, de moins en moins, certainement, mais malgré tout, une situation qui est pas forcément très bien reconnue partout dans tous les établissements publics. Voilà. Et en tout cas, pas Oui, reconnue d'un point de vue rémunération, puisqu'elle est mal payée pour le magnifique job qu'elle peut faire avec les patients. tout à fait. Alors, mal expliqué, le besoin est considérable. Dans la société, le besoin d'accompagnement des individus, des patients à changer leurs habitudes de vie, le besoin est considérable. La demande est très faible, on est bien d'accord. La demande est très faible
parce que la plupart des professionnels de santé, et même du public, n'a pas conscience. Ils n'ont pas conscience que on peut agir sur l'évolution de ces maladies chroniques en travaillant sur l'histoire de vie de la personne. Oui. Ça, oui, oui, je suis bien d'accord. On est tout à fait dans ce type de situation où le besoin est considérable, mais il n'y a pas encore le niveau de conscience déclenchement. Tout à fait. Et Tout à fait. puis, si je peux Donc, ajouter, on est pardon. encore dans ces métiers émergents. Hein. Ouais, voilà, la situation est moins difficile en Grande-Bretagne, par exemple, parce qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le National Health Service, la Sécu anglaise, hein, eh ben, ils ont pris conscience de l'importance du coaching de santé. Ils ont fait leurs propres études dans le nord de la Grande-Bretagne et ils ont intégré maintenant le coaching de santé comme un moyen, comme une stratégie efficace pour diminuer l'impact des maladies chroniques. Hein, ouais. Donc c'est Constance, tu encore des voulais métiers rajouter? nouveaux. Oui, je peux ajouter, je peux témoigner, puisque quand j'ai lancé l'assaut il y a 8 ans et demi, le monde médical l'a très très mal accueilli a priori. Le Ah monde oui, de l'entreprise aussi. On va être très honnête, quand j'ai eu plusieurs DRH pour leur présenter ce que je faisais, et à chaque fois on me disait, mais je vais quand même pas parler de la santé à un dirigeant, c'est impensable. Je vais plutôt lui proposer du sport. Ça, c'était en entreprise. C'était il y a vraiment une confusion santé et maladie, santé et oui, médecine en France. On considère que la santé c'est confidentiel, que on ne doit pas en parler, etc. Alors qu'au contraire, si on reprend les définitions qu'a donné Jean-Luc, pour moi, l'entreprise est un lieu où s'exerce la santé. C'est aussi un lieu où elle peut se perdre, où elle se perd d'ailleurs. Et voilà, ça c'est pour le côté entreprise, mais du côté du monde médical, il y a eu énormément de résistance. D'abord, les gens connaissaient pas. Première chose. Deuxième chose, ils connaissaient pas ce métier. Deuxième chose, ils l'associaient. Moi, j'arrivais et avec mes croyances, mes convictions que c'était extraordinaire, etc. Et je pense que ça a fait très peur aux psy de l'hôpital, de la même manière que le métier dont tu parles, des métiers à passe font, ont fait peur aux kinés. Typiquement, la Camille Sport et Cancer, qui est une association qui vient promouvoir le sport à l'hôpital, s'est battue pendant des années avec les kinés à l'hôpital. Et ben nous, c'est les psys qui font frein. J'ai assisté à des rendez-vous, enfin j'ai été conviée à des rendez-vous où à la fin on me disait, la psy disait au chef de service en oncologie, je crois qu'on va leur donner les cas pour lesquels on peut plus rien faire. Comme ça, eux, ils se débarrassaient du sujet et puis voilà, ce qu'ils n'ont pas fait par ailleurs, d'ailleurs. Et je me suis même entendue dire, c'est un truc de charlatan, il faut les dénoncer à la Mévilude. Donc ça change. Ça change. Lundi dernier, une personne qui travaille avec nous au sein de l'ASSO s'est entendue dire par le président de l'AFSOS, donc l'Association française des soins de support en oncologie, des soins oncologiques de support, après présentation, après la énième présentation de l'association, on lui a dit le coaching santé fait partie des soins de support en oncologie, doit faire partie des soins de support, donc c'est en train de bouger, mais ça a été long. Ça a été très long. Et je pense que tout le travail d'évangélisation, si je peux me permettre ce terme, d'évangélisation, de sensibilisation, de communication, commence à faire des petits dans tous les milieux, et même à l'école. Donc, Heureusement, tout évolue. ouais. Merci. Florie, tu as levé la main aussi. Oui, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée absolument passionnante et vraiment très enrichissante. Alors pour moi et je pense pour notre collectif Central Coaching. On est plusieurs au sein de Central Coaching à être non seulement coach mais aussi psychothérapeute, psychopraticien. Moi, je suis formée en Gestalt thérapie. Donc, c'est une pratique que je développe. Et la question que je me posais, c'est, puisque vous parlez voilà, du coaching, de la partie sportive, alimentation, de la partie santé, et du coaching de santé qui vient faire le lien entre les deux, je retrouve beaucoup d'éléments autour effectivement, du corps n'oublie rien, de ces adverse childhood experiences voilà, qu'on vient aussi travailler en psychothérapie. Enfin, quel lien vous faites avec justement ces pratiques de psychothérapie ou quelle différence?
Et j'ai conscience que c'est une question qui peut être assez longue à répondre, mais je suis Non, curieuse. non, Voilà. non, excellente question parce que on est dans la thérapie, donc on est dans le soin. Hein. Pour moi, thérapeute, on est dans le soin. Et il y a une thérapie physique, il y a une thérapie mentale, émotionnelle, on est dans le soin. Nous, dans le coaching de santé, on peut être des de cette partie du soin, c'est-à-dire que les médecins, je dirais, disent bah, il faut changer votre alimentation, il faut changer vos habitudes de vie, et on peut soutenir ça, aider, passer du quoi au comment. Mais il y a toute une partie du coaching de santé, là je n'en ai pas évoqué, je n'en ai pas parlé, pas seulement être dans le paradigme du soin, mais passer dans le paradigme de la santé. Il y a tout un pan de la santé qui est souvent très peu connu en France. Peut-être si vous connaissez les travaux d'Antonovsky sur la salutogénèse. C'est-à-dire que on peut, moi, ce que j'ai appris, je suis dans le paradigme de la pathogénèse. On aide les individus, on apprend à trouver les causes des maladies et à agir sur ces causes en tant que médecin, en tant que psychothérapeute. Mais il y a tout un pan de la santé que moi je n'ai pas appris, que j'ai découvert par moi-même. C'est la salutogénèse, la source de notre santé. Et une grande partie du coaching de santé est basée là-dessus. Est basée là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire pour être en meilleure santé que tu ne l'étais? Donc là, on défocalise, on ne se focalise plus sur les causes des maladies, mais on va se focaliser sur les sources de notre santé. Donc ça, c'est pour moi, cette focalisation, c'est tout le travail de la salutogénèse, Antonovsky, qui est un chercheur sur les sociologies de la santé. Ça, c'est pour moi un élément de différenciation majeur par rapport aux approches de soins, que ce soit en psychothérapie. Merci beaucoup. On peut s'arrêter peut-être sur ce terme de salutogenèse, qui est une belle façon d'anticiper la suite de nos régénérations et se dire un grand merci. Bravo vraiment Jean-Luc pour la présentation. Merci Constance pour ces éclairages aussi. Merci à Claude qui nous a quittés dans, je crois, les 5 dernières minutes, puisqu'il a été pris par ailleurs. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à continuer le travail de coaching et peut-être dire un mot autour de nous des bonnes approches de coaching de santé, parce que l'intention, c'était aussi de pouvoir diffuser ça dans les communautés des alumni, des anciens élèves des écoles d'ingénieurs, des écoles centrales, pour que les uns et les autres puissent faire appel au bon coach, évidemment. Bonne journée, prenez bien soin de vous Merci Merci. beaucoup. et à très bientôt. Bonne journée. Merci. beaucoup. On aura les Bonne journée. slides. Au revoir. Est-ce qu'on a... Jean-Luc, on a eu la demande de savoir si tu pouvais envoyer si tu acceptais de partager tes diapos. Oui, Donc là, bien sûr, je les envoie à qui? J'envoie à Pauline? oui, Pauline ou Ouais. moi, on va D'accord, suivre. ok. Merci. Et l'enregistrement? Il sera Allez, je vous disponible en dirai ça. Oui, il ligne. sera sur YouTube, oui. Merci beaucoup. Merci Sur Au beaucoup. YouTube. revoir. Plutôt, Bonne Lionel. semaine. À Ciao. bientôt. Merci, c'était chouette. Ouais. Au Merci revoir. beaucoup.